pour se décrire, ça veut dire que 362 jours par an, il ne peut pas se décrire finement. Il est donc le siège d'une frustration. Et comme il est le siège d'une frustration, alors c'est la kinesthésie à laquelle Simon faisait allusion tout à l'heure qui va reprendre la place, c'est-à-dire qu'il va être obligé de s'exprimer par le geste et la violence, qui se traduira par un décrochage scolaire et violence. Donc la massification et l'érosion du vocabulaire jouent un rôle très grand dans le décrochage. Alors évidemment, c'est une solution de facilité, c'est-à-dire qu'on a imaginé que c'était mieux de parler avec le vocabulaire des enfants. Et encore une fois, c'est effarant, puisqu'évidemment, tous les parents font l'inverse auprès de leurs enfants, en principe. Ne cessent de dire à leurs enfants, élargis ton vocabulaire, lis. Et là, on a un mécanisme absolument redoutable qui se traduit par ça. Et on oublie toujours que faiblesse du vocabulaire, c'est frustration, c'est violence. Et la violence peut conduire, évidemment, c'est un des motifs de décrochage scolaire. Ce raisonnement-là, il faut le tenir absolument, et il faut arriver à inverser la vapeur. Et arriver à dire non, on va dans une mécanique autre si on veut arriver à lutter contre le décrochage. Alors évidemment, c'est un peu contre-intuitif. Parce qu'on peut avoir l'impression que si cet enfant a une difficulté, si je lui parle plus simplement, ça va aller mieux. Eh bien, mon observation très générale avec un regard d'anthropologue, c'est que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et on voit très bien, quand on regarde d'ailleurs dans les systèmes scolaires, hein, l'enfant qui a le plus de vocabulaire, en règle générale, c'est celui, évidemment, qui n'a pas besoin de s'exprimer par la kinesthésie, qui n'a pas besoin de s'exprimer par le mouvement, et qui arrive à gérer énormément de conflits avec les autres par les mots, tout simplement. Donc là, c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut aussi revenir. Est-ce que là-dessus, il y a des questions, Simon? Alors non, il y a juste Rosanna qui nous dit il faut garder la complexité. Donc elle insiste sur ce que tu disais Bien aussi. sûr, bien Gardons sûr. la complexité. Et donc Clara insiste là-dessus aussi. Elle dit donc ne pas baisser le curseur et ne pas limiter évidemment la richesse du vocabulaire en fonction de ce que tu disais. Donc ça va dans ton sens dans le chat, mais il n'y a pas de questions à Oui, proprement non, non. parler. Il ne faut absolument pas tourner le dos à la complexité. Hein. Relire autant de fois les sociologues de la complexité. Quand même, Edgar Morin nous dit des choses quand même passionnantes depuis longtemps. Et il ne fait pas du tout l'impasse là-dessus. Le monde est de plus en plus complexe. D'ailleurs, on peut en profiter pour dire qu'un des éléments de décrochage, c'est la complexité apparente du monde d'aujourd'hui, quand je la compare à la simplicité apparente du monde d'hier. Prenons juste un exemple. Quand j'étais au lycée, moi, le monde était extrêmement simple. Il était défini en 3 phrases. Il y avait d'un côté les pays que l'on appelait développés, qui c'était l'Europe occidentale plus l'Amérique du Nord, qui nous étaient présentés comme étant les bons. Je dis bien qu'ils nous étaient présentés. Bon, il y avait en face les pays communistes autour de l'Union soviétique, qui nous étaient présentés comme étant les méchants. Et puis il y avait le reste qu'on appelait le tiers-monde, dont il fallait qu'on s'occupe par bonté d'âme. Point. Et le monde était aussi simple que ça. Alors évidemment, trouver sa place dans ce monde-là était plus simple. Je raconte souvent que dans les études d'agronomie que j'ai faites, un sujet n'existait pas qui était « est-ce qu'on va trouver du boulot ?» Non. Le sujet était « quel poste allons-nous accepter ?» Et il y avait 2 options. Il y avait l'option A, où il conviendrait de s'engager auprès des révolutionnaires sandinistes au Nicaragua. La moitié de la promo partait au Nicaragua. Et l'autre moitié disait il faut soutenir la révolution agraire algérienne, et l'autre moitié, dont j'étais, est allée travailler en Algérie pour soutenir la révolution algérienne. Point. Donc, trouver sa place dans le monde était d'une simplicité absolue. C'était évidemment des simplices, parce que le monde était en réalité aussi compliqué que maintenant, mais on ne le voyait pas, on ne le savait pas, on ne le disait pas. Donc, on s'adaptait à un monde, résumé, très simple. Et on s'y adaptait finalement facilement, avec des ouvertures sur le monde qui sont quand même assez marrantes, quoi. Juste un dernier exemple pour situer à quel point nous étions dans une vision simple.
En 1969, j'avais 17 ans, et je dis à mes parents, je voudrais aller visiter la Tchécoslovaquie en autostop. Mes parents me disent, quelle bizarre idée, pourquoi la Tchécoslovaquie, c'est pas un pays très touristique. Et moi, du haut de mes 17 ans, je réponds, mais c'est parce que l'armée rouge vient d'envahir la Tchécoslovaquie, c'est donc l'endroit où aller. Mes parents me répondent, bonne idée. Et je suis parti visiter la Tchécoslovaquie en autostop à 17 ans, avec un argument imparable auprès de mes parents, parce que l'armée rouge venait d'envahir le pays. Bon. Et alors, rien. Mais introduction à la diversité sur le terrain. Oui, tout à fait, très bien. Donc, c'est-à-dire des visions d'un monde extrêmement simple, alors qu'aujourd'hui, évidemment, qui peut me décrire le monde en quelques mots? La géopolitique du monde est devenue d'une complexité inouïe. D'ailleurs, je pense, moi, que plus personne ne la comprend. Et donc, pour les enfants, trouver une place là-dedans, pas évident. Ouais, surtout avec très peu de mots de vocabulaire. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ces questions de la nuance revient et de l'importance de la nuance. Absolument. Alors, on a quelques demandes, Claire, qui portent sur des références théoriques ou bibliographiques. Si tu as des écrits ou des références, ça ne doit pas être maintenant parce que ça peut être fait par après. Je te les passerai, Simon, et tu les feras passer. Voilà, exactement. On fera passer ça dans tous les participants. Si vous êtes inscrits à ce webinaire interactif, vous recevrez les supports et vous recevrez également ces références-là. Et n'hésitez pas à écrire au projet Primo si vous les voulez et que vous n'étiez pas inscrit sur WooClap, n'hésitez pas. Alors, donc, il y a la question des ouvrages à conseiller à la communauté éducative sur l'utilisation du vocabulaire. Et moi, j'ai un petit truc qui s'allume, Claire, c'est que il resterait 10 bonnes minutes. Est-ce que tu penses que c'est bien pour toi ou... On va terminer. D'accord. Très bien. Si tu veux, j'ai un petit sondage à faire pour tout le monde. Ouais. Donc, si tu as encore un peu de temps, je fais un sondage et il y aura encore d'autres questions après. Ça te va? Voilà. Je termine très vite sur les 3 dernières idées. Parfait. Il y en a une qui va vite, mais qui est importante. C'est la survalorisation du quantifiable. C'est-à-dire que lorsque vous déclarez que ce soit les sciences dites exactes, alors qu'elles ne le sont pas, mais dites exactes, sont des véritables structurants les études et l'accès au travail, eh bien, vous faites fi du fait qu'en réalité, les éléments quantifiés ne donnent pas de sens à la vie. Et ça m'a été très bien dit par une vieille dame parfaitement analphabète dans un bidonville à Pointe-Noire un jour, qui m'a dit en me regardant droit dans les yeux, Claire, tu sais, pour nous, ce qui se compte n'a pas de valeur. Et j'ai trouvé ça absolument génial comme expression. À partir du moment où ça se compte, ça n'a pas de valeur. Les véritables valeurs ne se quantifient pas. Et ça, c'est une notion aussi que je retrouve dans le monde entier, auprès de populations extrêmement différentes. À partir du moment où vous pouvez quantifier quelque chose, c'est que ça n'a pas vraiment de valeur. Bon. Et là, par la survalorisation du quantifiable, on a contribué à la perte de sens de notre société très très fort. Et aujourd'hui, notre société est minée d'abord par la perte de sens. Est-ce que vraiment être un bon citoyen consiste à accepter de passer son samedi après-midi à remplir un caddie de supermarché? Or, si vous résumez le discours politique, c'est ça qui nous est demandé. Soyez un bon citoyen, consommez. Bon, plus personne aujourd'hui ne considère que ça donne du sens à la vie que de passer son samedi après-midi dans un supermarché. Et là, il va falloir que nos sociétés se secouent un peu sérieusement pour redonner du sens. Alors, on y viendra dans les ateliers. Et puis, avant-dernier sujet, le poids des nouvelles technologies. Parce que ces nouvelles technologies, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles nous dispensent de l'analyse. L'alphabet a un élément très très fort, c'est que l'alphabet, par la décomposition qu'il impose quand on lit et qu'on écrit, impose l'analyse. Décomposer le complexe en simple. La décomposition en grec, c'est analysis, c'est l'analyse. Or, aujourd'hui, les nouvelles technologies se font fort en prétextant des interfaces analogiques de nous dispenser de passer par l'alphabet, c'est-à-dire de passer par l'analyse. Or, si vous avez ni analyse, ni capacité d'abstraction, parce que les interfaces sont toutes analogiques, votre capacité à démonter la complexité du monde pour proposer autre chose, démontage, remontage, va s'effondrer. Et là, on en est devant quelque chose qui est extrêmement fort. Les nouvelles technologies, par leur désir de s'étendre en permanence en prévoyant des interfaces analogiques, minent à la fois l'analyse et l'abstraction.
Et un individu sans capacité d'analyse et sans capacité d'abstraction, sa capacité à trouver sa place dans le monde actuel est extrêmement faible. Il va rester extérieur au monde. Et là aussi, il faut qu'on se méfie de ces nouvelles technologies, non pas pour ne pas les utiliser, mais pour en faire un apprentissage qui maintient intacte la capacité d'analyse. Donc, il faut faire du démontage en permanence. Démontage, remontage, démontage, remontage. Et là, sur ce sujet, je mets en face, si vous voulez, ce qu'on a souvent appelé le MT, les éducations manuelles et techniques que l'on avait dans les lycées dans le temps, où on faisait avec les mains, on apprenait aux enfants à démonter, remonter, démonter, remonter, démonter, remonter. Et on a basculé sur des nouvelles technologies, où maintenant on code, ouais, mais on ne démonte rien. Et j'ai des problèmes avec des jeux de simulation basés sur démontage et remontage que j'ai de plus en plus de peine à faire aujourd'hui, parce que les gens qui ont 30 ans, schématiquement, plus aucun d'entre eux n'a jamais joué au mécano, n'est pas parti avec des barres de métal, des boulons et des vis pour fabriquer dans un avion, puis on le démonte, puis on fabrique un train, puis on le démonte, puis on fabrique une bagnole, puis on le démonte et on fabrique une maison. Bon, démontage, remontage, démontage, remontage. Ce qui donne un sens des machines simples et un sens de la capacité à démonter quelque chose pour en faire autre chose. Cette capacité-là est en train de disparaître du fait des nouvelles technologies et il y a de quoi se faire du souci. Donc il faut non pas s'en passer, mais les enseigner d'une façon telle que ça maintient intacte l'idée démontage-remontage. Puis dernier élément, évidemment, tout à fait fondamental, la pandémie actuelle, qui va avoir des effets redoutables sur le décrochage scolaire. C'est déjà le cas et on peut s'attendre au pire dans les années qui viennent, parce que cette pandémie, en réalité, est en train d'invalider la notion même de progrès qui sous-tendait nos sociétés depuis 300 ans. C'est-à-dire depuis le début du XVIIIe siècle, au moins. La constante dans nos sociétés a été la notion de progrès qui était quoi? Qui était le contrôle croissant des incertitudes. Chaque année, on contrôlait mieux les incertitudes, dans tous les domaines, y compris la vie. C'est-à-dire qu'on contrôle tellement bien qu'il y a encore peu de temps, des scientifiques nous expliquaient qu'on allait vaincre la mort. Comme contrôle de l'incertitude ultime, c'était ça. Et donc les transhumanistes nous expliquaient qu'on allait vaincre la mort et qu'on allait vivre 150, 200 ans, et j'en connais un bien qui nous promettait que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né, etc. C'est-à-dire cette tranquille certitude que la marche de l'histoire, c'était le contrôle croissant des incertitudes sur le rapport à la mort, sur le rapport au temps, etc., etc. Or, depuis un an, nous avons la preuve absolue tous les jours qu'on ne contrôle rien du tout. On ne contrôle pas les masques, on ne contrôle pas les tests, on ne contrôle pas le virus, on ne contrôle rien du tout. Et donc, ce prétendu progrès est en train de s'effondrer dans la tête d'à peu près tout le monde. Or, tout notre système éducatif était sous-tendu par l'idée qu'on allait dans ce sens-là. Donc, on éduque les gens à contrôler de plus en plus les incertitudes et in fine, on ne contrôle rien. Donc, quelle est la valeur de ce système? Donc, on va au-devant de grandes difficultés si nous ne sommes pas capables de modifier fondamentalement la notion de progrès, dans un sens, et je terminerai par là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut abandonner le concept de plus quantifiable comme mesure du progrès. On produit plus de bagnoles, on vit plus longtemps, etc., etc. Et la remplacer par le mieux. Il vaut mieux vivre mieux jusqu'à 85 ans que mal jusqu'à 95. Bon. C'est-à-dire, et je le dis, que nous sortirons de l'angoisse de cette pandémie le jour où nous aurons admis que l'espérance de vie n'est pas forcément amenée à augmenter chaque année. Et le jour où on admettra que l'espérance de vie peut rebaisser un petit peu, eh bien on se sortira de cette pandémie. Et ce que je dis là est évidemment redoutable, hein. Et je vois les soucis et les soins que l'on prend pour veiller sur ma vieille maman qui a 97 ans, qui est dans un foyer pour personnes âgées et qui a eu le Covid, pour éviter qu'elle en meure, alors qu'elle-même, elle dit depuis 10 ans, mais attendez, moi j'attends que de mourir, c'est fini cette histoire-là, c'est quoi? Alors on empêche les jeunes de sortir dans la rue pour que des gens de 97 ans puissent continuer à vivre un peu. Voilà, alors là je greffe, mais c'est pour vous montrer simplement que ce sont des mécanismes de fond qui sont à l'œuvre, tout à fait de fond, et qu'il faut qu'on intègre